Donc bonjour à tous. Donc, comme Nico l'a dit, aujourd'hui moi je vais vous parler d'une intégration Webpack dans un projet Symfony. Donc petite rapide présentation, même si il l'a déjà fait. Donc je suis Alain Hippolyte, lead développeur Sense Labs. Donc il y a mon compte Twitter si jamais vous voulez m'envoyer des tweets. Bon, je ne suis pas très actif, mais voilà, on pourra toujours échanger comme ça. Alors, Ascetic. Combien de personnes dans cette salle ont déjà utilisé Ascetic dans un projet Symfony? Waouh. Quasiment toute la salle pour ceux qui ont peur d'avoir un torticolis. Donc, un rappel très bref de ce que c'est qu'Ascetic. Donc, Ascetic, c'est une librairie en PHP qui va vous permettre de manipuler des assets. Donc, il y a des systèmes de filters. Donc, vous prenez un filter, par exemple, vous imaginez que vous avez des fichiers less. Donc, ça va prendre vos fichiers less et ça le transforme en CSS, tout simplement. Actuellement, on a un problème, c'est que Ascetic n'est plus intégré out of the box dans la Symfony Standard Edition depuis la version 2.8. Du coup, aujourd'hui, moi je me dis, pourquoi ne plus utiliser Ascetic et passer par un autre système tel que Webpack? Donc aujourd'hui, Ascetic, ça représente pas mal de petits inconvénients. Pas plus tard que cette semaine, j'ai été chez mon client et j'ai commencé à travailler sur une fonctionnalité. Bon, je venais d'arriver un peu sur le projet et je me suis dit, bon, il faut que je fasse un peu de JavaScript. Donc j'ai commencé à modifier mon JavaScript. J'ai tellement l'habitude que ce soit automatique, que ça se rafraîchisse automatiquement. Je suis là, je comprends pas, je rafraîchis ma page plusieurs fois et je comprends pas pourquoi j'ai pas la fonctionnalité que j'ai codée. Donc la première chose, c'est que Ascetic, tout simplement, il a une très faible developer experience. Donc si vous l'avez pas démarré en mode watch, vous pouvez rafraîchir autant que vous voulez, votre code ne sera pas disponible. Également, le problème qu'on a avec Ascetic, c'est qu'il prend un fichier en entrée et il vous sort un fichier en sortie. Peu importe ce que vous lui passez, il n'est pas capable d'interpréter ce qui est à l'intérieur. Et aujourd'hui, il n'est plus trop maintenu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment utiliser Webpack. Donc Webpack, qu'est-ce que c'est? Webpack, c'est tout simplement un module bundler. Vous allez me dire, mais un module bundler, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce terme? Je ne connais pas. Alors, un module, qu'est-ce que c'est? Un module, c'est tout simplement une unité fonctionnelle dans votre code. Donc, vous imaginez que vous manipulez des images, vous manipulez des fichiers style, des fichiers JavaScript. Donc ça, pour Webpack, ça va représenter un module. Un bundler, qu'est-ce que c'est? Donc le bundler, en fait, sa fonctionnalité, ça va être de récupérer tous les modules que vous allez utiliser au sein de votre application. Donc vous imaginez, par exemple, dans un fichier app.js, donc on va le voir tout à l'heure, mais un fichier app.js dans lequel vous allez charger Bootstrap, dans lequel vous allez charger, par exemple, toute la fonctionnalité pour la page des users. Donc ça va représenter votre bundle. Excusez-moi. Et le bundler, en fait, c'est tout simplement comme le service container dans Symfony. Donc vous imaginez le service container, aujourd'hui, vous avez toutes les dépendances, tous les services que vous utilisez dans votre application, et lui, il s'occupe d'injecter à chaque fois les services qui vont bien. Donc c'est à peu près la même chose. Il y a une question qui revient souvent, c'est Gulp, Grunt, Brunch. C'est des task runners aujourd'hui, mais est-ce que c'est pareil que Webpack? Alors, pas du tout. C'est complètement différent, tout simplement parce que Gulp, Grunt, Brunch, ça vous permet en fait d'ordonnancer, donc de lancer des tâches. Donc vous imaginez que vous avez une tâche pour minifier le CSS. Ben, vous pouvez très bien utiliser un système tel que Gulp, Grunt ou Brunch. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Webpack est intégrable directement dans des outils tels que Gulp et Grunt, alors que l'inverse ne l'est pas. Voilà. Donc, les quelques fonctionnalités qu'on va retrouver sur Webpack, que lui, il va avoir la compréhension des fichiers qu'il va charger. Donc vous lui passez par exemple un fichier CSS, il va être capable de lire les fonctions URL ou import que vous allez mettre à l'intérieur pour charger des modules avec. Donc il transforme les assets, il génère des bundles, et il a aussi la possibilité de générer des artefacts. Donc des artefacts, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple un hash que vous allez pouvoir utiliser plus tard dans la production. On reviendra dessus un petit peu plus tard également. Et également des source maps. Et ça apporte également une bonne expérience développeur. Alors, comment ça fonctionne? Alors là, on a deux fichiers. Un fichier cats.js dans lequel on a tout simplement un tableau de variables. Donc, 3 personnes, donc Dev, Henri, Martha. Donc, ce sont nos chats. On va les exporter via module.export. Donc, peut-être vous n'avez pas rencontré encore ce genre de syntaxe.
Donc ce genre de syntaxe, c'est de l'ES6. Alors de l'ES6, pour aller très simple, c'est du JavaScript amélioré. Ça vous permet de faire de la programmation orientée objet en JavaScript. C'est super. Et vous avez aussi donc votre fichier app.js qui va être le fichier d'entrée pour Webpack. Donc à l'intérieur de ce fichier app.js, on va récupérer le contenu du fichier 4.js en faisant un require et on fait un console.log derrière. Une fois que vous aurez lancé votre commande Webpack, à la fin, il va vous générer un bundle dans lequel vous avez ce petit bout de JavaScript tout compacté. Alors, il y a également 4 core concepts que vous allez retrouver dans Webpack. Donc, le premier, c'est les entrées. Donc ça, c'est comment par où je vais commencer pour aller charger toutes les dépendances que tu veux packager. Ensuite, on a l'output. Donc l'output, ça va indiquer où est-ce que je vais faire sortir le fichier packagé à la fin de mon process. Les loaders, c'est exactement comme les filters en ascétique. C'est ce qui va vous permettre de transformer le code. Donc vous imaginez que vous avez du JavaScript, du CSS, du SAS. Donc ça va prendre tous ces fichiers-là et ça va les transformer ça va les transformer avec le transformer que vous allez utiliser. Et on a enfin les plugins. Les plugins interviennent surtout à la fin du process de compilation des modules. Alors, on a donc un fichier de configuration, webpack.config.js. Donc sa structure, elle est très simple. Vous avez une entrée, un output, donc un bloc module rules qui représente les loaders dont je vous ai parlé tout à l'heure, et enfin les plugins. Alors, les entrées. Vous avez 2 modes de fonctionnement avec les entrées. Vous pouvez soit lui passer un seul fichier, soit lui passer plusieurs fichiers. Donc, tout simplement, vous faites entry, le chemin vers le fichier en question, ou sinon, vous faites un objet, et là, vous pouvez mettre, par exemple, le fichier app, le fichier vendor. Ensuite, on a l'output. Donc, l'output, c'est très simple, pareil. On a le chemin vers lequel on va aller faire sortir le fichier packagé, le nom qu'on va lui donner, donc là, ce sera bundle.js, et le public path. Le public path, c'est le chemin que vous allez utiliser pour pouvoir charger vos assets dans Symfony. On reviendra plus tard. Les loaders. Donc les loaders, on a dit tout à l'heure que ça permettait de dire comment je vais transformer les assets que je suis en train de charger. Donc les modules plutôt, excusez-moi. Donc là, j'ai mis une règle très simple. Dès que tu rencontres un fichier .js, tu vas lui appliquer Babel Loader. Alors, les loaders que vous allez rencontrer très régulièrement dans Webpack, en utilisant Webpack, ce sera les loaders de type transpiler. Donc un transpiler, peut-être certains ne savent pas ce que c'est, mais en gros, on a utilisé tout à l'heure une syntaxe ES6. Donc pour pouvoir faire fonctionner ce code ES6 dans un navigateur, il faut passer par un transpiler. Donc il y a 2 transpilers aujourd'hui, Babel et TypeScript. Ensuite, on a des loaders pour les styles, donc le CSS loader, le style loader. Un autre pour les fichiers, donc URL loader et file loader. Donc URL loader, la particularité qu'il a, c'est de pouvoir... c'est exactement la même chose que file loader, sauf que vous pouvez lui dire, par exemple, pour un fichier qui fait 10K, au lieu de charger le fichier, tu vas directement me le transformer en base 64 en code et tu vas me le servir depuis le fichier CSS. Voilà. Et enfin, du linting. Donc, vous imaginez que votre développeur front-end fait beaucoup de JavaScript et vous voulez vous assurer qu'il y a toujours de la qualité, qu'il respecte les standards. Vous pouvez très bien mettre un linter qui va s'occuper, à chaque fois qu'il rencontre le fichier, de tester qu'il respecte bien les standards. Ensuite, on a les plugins. Donc, les plugins, comme on a dit tout à l'heure, ils interviennent à la fin du process. Donc, vous imaginez que vous chargez 50 fichiers JavaScript. À la fin, vous voulez les minifier. Vous pouvez utiliser Uglify.js, par exemple, comme plugin. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, on va pouvoir aller dans le concret avec une application Symfony. Alors, on va déclarer un entry, donc notre fichier app.js. On va configurer Webpack pour charger les fichiers SCSS, pour prendre en charge ce genre de fichiers-là. Et on va importer des fontes. Donc, pour installer Webpack, on va utiliser un package.json. Donc, c'est l'équivalent du composer JSON actuellement.
Aujourd'hui, avec NPM, vous avez un gestionnaire de paquets et vous pouvez récupérer tous les paquets qui vous intéressent pour votre application. Donc, dans ce package.json, on va lui donner un nom, une version, ça c'est pas très important. Ensuite, on va déclarer les dev dependencies. Donc, c'est exclusivement les dépendances que je vais utiliser en développement. Donc là, tout à l'heure, on avait parlé de Babel. Donc, on va charger Babel et son loader. Et on va installer tout simplement Webpack. Une fois qu'on a fait tout ça, on va installer les dépendances en faisant un npm install. Donc, on attend un petit peu parce que, comme vous savez, npm c'est très très lent. Ensuite, à la fin de l'installation, on va lancer notre fichier, on va lancer la commande Webpack. Une fois qu'on a lancé cette commande, on va aller dans un fichier main.js. Donc, on va aller créer dans app resources asset.js. On va tout simplement faire un console.log à l'intérieur. Ce fichier, on va le charger, on va aller modifier notre template base html.twig pour pouvoir charger le fichier en question. Et on va aller voir la configuration Webpack. Donc, la configuration Webpack, comme on l'a dit tout à l'heure, le webpack.config.js, c'est le fichier qui est automatiquement interprété par Webpack. Donc, il va chercher à la racine de votre projet. S'il trouve ce fichier, s'il le trouve, il va l'utiliser. Donc là, on va déclarer toute la configuration qui va bien. Donc, on va faire notre entrée, on va la nommer app, on va lui donner le chemin. Ensuite, une fois qu'on lui a donné le chemin, on va aller configurer l'output. Donc, je dis que je vais aller sortir mon fichier bundle.js dans le dossier web-build et je vais le servir via build/bundle.js. Et là, j'ai récupéré l'ancien test que j'avais fait tout à l'heure pour la transformation de mes fichiers JS avec le Babel Loader. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux aller lancer ma commande Webpack. Et là, je devrais avoir mon fichier bundle.js qui est correctement créé. Et je vais dans mon navigateur. Je vais pouvoir voir aussi que dans ma console, j'ai bien mon message Symfony Live Paris 2017. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va maintenant rajouter un loader pour pouvoir transformer nos fichiers SCSS en fichiers CSS. Parce que c'est pareil, les fichiers SCSS, votre navigateur aujourd'hui il est incapable de les interpréter. Donc il faut qu'on puisse lui donner un fichier CSS. Donc dans ce fichier app.css, SCSS, on va importer un fichier de variable, on va importer Bootstrap, et on va utiliser un thème Bootstrap. Donc là, pour le cas, j'ai utilisé tout simplement Symfony Demo. Donc Symfony Demo utilise le thème Flatly. Et donc j'ai récupéré ces sources-là en SAS pour la présentation. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il ne faut pas oublier bien sûr d'aller charger le fichier app.scss dans le fichier app.js, donc dans notre entrée Webpack. Et une fois qu'on a fait tout ça, il nous manque quelque chose. Donc on va aller installer les dépendances. Donc là, ça fait pas mal de dépendances, mais elles sont toutes nécessaires. Donc on va installer le style loader, le CSS loader, notre SAS, bien sûr, parce qu'il faut l'interpréteur pour les fichiers de type SAS, et le SAS loader. Je fais juste une petite parenthèse pour le style loader. Tout à l'heure, je n'ai pas expliqué, mais vous allez voir que c'est très intéressant, ce loader, parce que ça va vous permettre de charger directement dans le navigateur, de dire à Webpack d'insérer directement tous les fichiers styles qu'il aura rencontrés dans le graphe de dépendance. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller modifier ma config. Donc je vais rajouter un nouveau test pour tous les fichiers de type SCSS. Donc je vais utiliser le style loader, le CSS loader et le SAS loader. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais relancer ma commande Webpack. Et là, on a un problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, dans ma sortie, je vois qu'il essaye de charger glyphicon halflings regular. Donc comme vous savez, dans Bootstrap, vous avez des icônes qui sont chargées. Et j'ai expliqué tout à l'heure qu'avec le CSS loader, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parser votre fichier CSS, il va rencontrer une balise import ou URL, et il va essayer de charger ce fichier pour le transformer en module. Sauf qu'à aucun moment, je lui ai dit qu'il fallait interpréter ce fichier de cette manière-là. Donc il essaye de lire le fichier, et hop, il voit un caractère qu'il ne comprend pas, donc ça ne passe pas. Heureusement, il nous indique où est-ce qu'il faut aller regarder pour fixer le problème. Donc, là, on va voir dans le fichier bootstrap.scss, on voit bien que j'ai chargé mes icônes ou glyphicones avec un chemin en particulier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez bien qu'on a fait un URL, le chemin
vers le fichier de fonte. Et là, ça passe pas. Donc là, heureusement, il va nous dire qu'il nous manque un loader. Donc là, on va aller installer le loader qui manque pour pouvoir charger et prendre en charge les fontes. Donc on va aller installer le file loader. Donc le file loader, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dès qu'il va rencontrer des fichiers de type WOF2, TTF, EOT ou SVG, il va les transformer en modules. Maintenant, on va pouvoir importer les autres styles de notre application. Donc là, je vais importer, j'ai font awesome. Imaginez que j'utilise une fonte Lato, j'ai Bootstrap DateTimePicker, highlight solarized light.css et un fichier main.css, pardon, parce que je voulais faire du CSS old school, donc je veux le charger également. Et là, je vais dans mon navigateur, et là, je pense que c'est peut-être un peu lisible, mais on voit que j'ai plusieurs basis styles qui ont été injectés alors que j'ai pas chargé de fichier JS, j'ai pas chargé de fichier CSS, pardon, dans mon template Twig. Donc là, on voit la première balise style, c'est pour les fontes Lato, l'autre pour Bootstrap, l'autre pour fonte Lato, l'autre pour Bootstrap DateTimePicker, highlight solarized et mon fichier main.css. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un thème Bootstrap. On a dit à Webpack de transformer nos fichiers CSS en fichiers CSS. On a dit à Webpack également comment fonctionner avec des fichiers de type fonte. Et maintenant, le JavaScript. Comment ça va se passer? Donc maintenant, pour le JavaScript, pareil, je retourne dans mon entrée. Donc tout à l'heure, j'avais chargé mon fichier app.scss. Là, maintenant, je vais avoir deux nouvelles dépendances, et plus même, mais ça qui va nous intéresser, c'est surtout jQuery et Bootstrap. Donc là, on va rencontrer un problème. Donc Bootstrap, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise jQuery. Sauf que lorsque Webpack va démarrer et commencer à builder vos assets, on a dit tout à l'heure que Webpack, il faisait des modules. Donc vous imaginez qu'on a un module dans lequel on a exclusivement le code qui est utilisé dans notre, par exemple, dans notre fichier users.js. Donc il va être dans un scope isolé. Sauf que Bootstrap, lui, il utilise jQuery et donc il aimerait avoir accès à jQuery. Mais on ne lui a pas dit comment faire. Donc là, on va aller fixer ce problème. Donc pour jQuery, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement utiliser le provide plugin dans lequel on va lui dire de fournir à chacun de nos modules la variable $, jQuery et window.jQuery. Ainsi, en faisant comme ça, on se retrouve à la fin avec jQuery qui est injecté automatiquement dans chacun des modules générés par Webpack. Donc là, j'ai fait un alias, tout simplement parce que il faut pouvoir dire en fait à chacune de mes variables que je veux fournir à mes modules le chemin vers lequel il va récupérer la valeur en question. Ok. On a un autre problème, c'est on a des développeurs encore qui font du JS inline. Donc du JS inline, qu'est-ce que c'est? C'est, vous imaginez que vous avez un template Twig, à la fin vous avez votre petit bloc JavaScript dans lequel vous allez tout simplement faire un script, hop, document ready. Là, je vais essayer de charger, par exemple, de charger automatiquement la valeur Anna admin et Kitten dans le champ username et password. Donc ça, on est dans une balise, on est dans un template Twig. On va avoir un problème puisque, comme on a dit tout à l'heure, Webpack, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment scoper chacun des modules avec les dépendances qui lui sont propres. Donc dans le navigateur, on a un problème, c'est qu'on n'a pas jQuery disponible, puisqu'on a chargé juste notre fichier bundle.js, et donc dès qu'on va charger notre application, on va avoir un petit souci parce que jQuery n'est plus disponible de manière globale. Il est disponible seulement à l'intérieur de nos modules. Donc voilà, pour fixer ça, il faut utiliser le expose loader. Donc le expose loader, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'en fonction de la configuration que vous allez lui donner, il va exposer de manière globale les variables, tout simplement. Donc là, je vais exposer de manière globale $ et jQuery. Une fois que j'ai fait ces opérations-là, je vais pouvoir aller relancer ma commande Webpack, et là, je peux aller naviguer sur mon application et voir que tout fonctionne. J'ai plus d'erreur JS. OK, tout est nickel. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a configuré Webpack pour travailler avec des fichiers fontes, pour travailler avec du CSS et pour travailler avec du JavaScript. Sauf que, on a dit tout à l'heure que la promesse de Webpack, c'était
de faire en sorte que ça améliore l'expérience développeur. Sauf qu'à chaque fois qu'on a fait une modification jusqu'à maintenant, on a dû redémarrer Webpack à chaque fois. Donc il y a un problème. Webpack propose une solution qui s'appelle Webpack Dev Server. Alors Webpack Dev Server, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit serveur qui va se lancer, qui va écouter la socket Webpack et qui va faire en sorte qu'à chaque fois que vous modifiez un fichier dans l'arbre de dépendance, il va aller recharger automatiquement votre navigateur. Donc pour ça, on va installer la dépendance Webpack Dev Server avec notre commande npm. Ensuite, on va charger le module, le hot module replacement, qui lui va être en charge d'écouter les modifications de nos modules et d'injecter automatiquement la transformation qui a été appliquée pour le module en question. Ensuite, on va aller configurer le dev server. On lui passe une commande hot, on lui passe la configuration hot à true pour lui dire qu'automatiquement tu te recharges. Et on va lui dire que tu vas servir chacune des assets à partir du dossier web. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait configuré notre output pour qu'il serve les assets depuis le dossier web build. Ensuite, on a le DevTool. Donc le DevTool, ça nous permet en fait d'avoir des source maps. Donc vous imaginez que vous êtes en développement, que vous minifiez vos différents assets, donc le CSS ou le JavaScript. Les source maps, ça va vous permettre tout simplement d'aller débugger facilement ce qui se passe à l'intérieur de vos modules, de vos assets. On va lancer le Webpack Dev Server avec la commande Webpack Dev Server. Et une fois qu'on a fait ça, on a un petit problème, c'est qu'il faut aller dire à Symfony comment faire pour charger nos assets maintenant depuis le serveur Webpack. Donc pour ça, on peut aller dans le app kernel. Et dans le app kernel, on a la fonction register container configuration. Dans celle-ci, on va lui dire, si tu trouves le paramètre use Webpack Dev Server, là, tu me sets automatiquement la base URL de mes assets en localhost 2.8080. Localhost 2.8080, c'est l'URL de notre Webpack Dev Server. Alors, on peut remercier Ryan pour ce petit snippet, parce qu'il a pas mal travaillé sur le sujet, et donc on a pu récupérer un petit peu ce fonctionnement-là. Donc, une petite démo, je pense, s'impose. Alors. Application. Alors, faut juste que je trouve. Ok. Donc, il faut que je zoome un petit peu, je suppose, pour que tout le monde puisse bien voir. Est-ce que tout le monde voit là-haut? Ok. Donc là, je suis dans mon terminal. Donc, il faut que je fasse deux choses d'abord. Hop. Bien sûr, j'ai pas. Donc, je vais démarrer toute ma stack. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai démarré ma stack. Donc, j'ai démarré mon application Symfony. Donc, on voit qu'elle tourne sur le port 8000 ici, localhost. Donc ici, je vais avoir la possibilité de lancer mon Webpack. Donc là, je vais aller voir maintenant mon navigateur. Hop, hop, hop. OK. Là, dans mon navigateur, ça ne marche pas forcément parce qu'il faut aller sur... C'est pas possible, je ne vois pas bien. Sur AppDev. Excusez-moi, je n'ai pas le retour ici, donc je ne vois pas très bien. Ah oui, excusez-moi, ok. Ok, super. Donc là, je vais aller démarrer mon dev server. Donc là, il me dit qu'il va démarrer sur le port 8080, qui va servir mes assets depuis build, de répertoire web. Donc là, c'est la sortie Webpack.
Une fois que j'ai fait tout ça, maintenant, je vais aller rafraîchir mon navigateur pour lui dire, OK, maintenant, sers-moi les assets depuis cette partie-là. Donc, si je vais dans le network, normalement, OK. Donc là, ce que je vais faire, là aussi, pareil, je vais zoomer un peu. Donc là, j'ai mon fichier app.scss. Donc là, j'ai tous les fichiers que j'ai importés. Là, un premier exemple que je peux faire, c'est supprimer la ligne et voir que mon navigateur se rafraîchit automatiquement, normalement. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok. Donc j'ai dû désactiver. Ok. Ok. Donc là, si je retourne dans mon navigateur. Ok, super. Donc, CSS. Voilà. Donc là, vous avez vu, automatiquement, mon navigateur s'est rafraîchi. Donc là, je peux imaginer aller modifier, par exemple, la couleur de mon thème. Donc, alors, si je vais modifier... par exemple, soyons fous, je vais lui mettre une petite couleur rouge, orangée, pardon, en background. Automatiquement, je sauvegarde. Excusez-moi, effet démo, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas modifié la bonne valeur. Donc là, c'est bon. Bootstrap Fatly, ok. Dans lequel je vais aller charger mon fichier de variable. Et là, si je change ici, comme par hasard, ça ne marche pas. Bon, bah, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Effet démo. Bon. Alors, on va retourner sur... Bon, comme je voulais faire un exemple supplémentaire, mais vous avez bien vu tout à l'heure, j'ai retiré une ligne ici, et automatiquement, il a chargé, automatiquement, il a rafraîchi mon navigateur, donc c'était l'essentiel. OK. Donc maintenant qu'on a fait ça... Excusez-moi. Il fallait bien une première fois. Hein. OK. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, c'est super. Je vais pouvoir déployer mon application. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est que vous avez dû remarquer, à chaque fois que je charge mon application, j'ai un petit flic qui se fait. Donc là, j'ai mis un petit gif pour vous montrer. Ça, c'est dû au fait que Webpack, en fait, quand vous allez rafraîchir votre navigateur, donc il va charger le fichier bundle.js, et dans ce fichier bundle, il va lire toutes les instructions, et hop, il va injecter automatiquement les balises style qu'on a vues précédemment. Donc ça génère ce petit flic sur l'écran. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir séparer notre CSS du JavaScript. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser le plugin Extract Text Plugin. Donc ce plugin, il prend des loaders en paramètres et vous pouvez utiliser un fallback. Si jamais il n'a pas réussi à faire les transformations, il va appliquer ce loader-là. À la fin, dans les plugins, on lui dit que une fois que tu auras récupéré tous les fichiers CSS qui viennent de nos fichiers SAS, tu vas générer un fichier app.css. Donc là, bien sûr, ce fichier app.css, vu qu'il va m'être sorti par Webpack, je vais aller le charger via mon template base.html.twig. On a un autre problème, c'est qu'on aimerait pouvoir séparer les vendors de nos assets. Donc ce qui est bien avec Webpack, c'est qu'il va suivre tous les graphes des dépendances. Avec le Webpack Dev Server également, dès que vous allez faire une modification, il va recharger tout le monde. Sauf que on sait très bien que les vendors, en général, ils ne vont pas être modifiés. Donc on va vouloir séparer les vendors de nos fichiers app.js. Donc là, on va créer une nouvelle entrée, vendor, dans laquelle on va dire que je veux séparer jQuery et Bootstrap SAS. Il faut que je modifie du coup notre output, puisque j'ai deux entrées. Donc je peux utiliser le petit placeholder name qui va récupérer le nom de l'entrée. Donc
on avait app tout à l'heure, maintenant on a vendor, il va me générer du coup deux fichiers, app et vendor.js. Donc dans le plugin également, je peux instancier mon plugin Common Chunk Plugin, dans lequel je vais donner le nom de l'entrée que je veux séparer avec le Common Chunk Plugin. Donc ce fichier, je vais ensuite le charger dans mon template Twig, et là, ça fonctionne. Ensuite, j'ai la possibilité également de minifier mes assets. Donc, ce qui est bien avec Webpack, c'est que out of the box, vous avez directement Uglify qui est livré avec. Donc, vous pouvez instancier le plugin Uglify et lui passer tous les paramètres que vous voulez utiliser pour la minification de vos JavaScript. Bien sûr, je ne le précise pas, mais à chaque fois, il faut relancer la commande pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Donc, on peut également minifier nos styles. Donc, pour minifier nos styles, on va aller modifier le extract text plugin qu'on a déclaré tout à l'heure. Et à l'intérieur, on a une option minimize, donc qui vaut false par défaut. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va rencontrer le CSS, il ne va pas du tout le minifier. Et si vous voulez le minifier, vous avez CSS Nano qui est livré automatiquement avec Webpack, dans lequel vous allez pouvoir configurer un certain nombre de choses. Par exemple, supprimer les commentaires, minifier les fonts, etc. Maintenant, le cache. Donc, Jérémy, tout à l'heure, a fait une conf et il a cité une des codes que je voulais mettre. Mais bon, je me suis dit que forcément, quelqu'un allait la sortir dans une conférence tech. Donc, une des choses qui est compliquée à faire en informatique, c'est généralement l'invalidation du cache. Donc, vous imaginez que vous avez vos assets qui sont en production, vous les avez cachés. Sauf que si vous les cachez avec le même nom, il faut trouver un moyen pour leur dire de s'invalider tout simplement pour charger la nouvelle version. Avec Webpack, c'est super parce que vous avez la possibilité de lui donner un hash pour chacun des bundles générés. Donc, à la fin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir un app.monhash.css ou .js. Mais pour que ça fonctionne, il faut faire 2-3 petites opérations dans Webpack. Donc, on va installer le Webpack Manifest Plugin. Donc, le manifest, ça va être un fichier dans lequel vous allez stocker une map qui va prendre donc, vos fichiers app.css et la version avec le hash. Donc, à la fin, du coup, vous aurez app.css et app.monhash.js. Et ça va vous permettre de automatiquement récupérer le hash qui va bien pour l'asset que vous voulez servir. Donc, pour ça, on va modifier l'output de notre configuration Webpack en lui disant, entre mon name et l'extension, tu vas aller mettre un chunk hash. Donc un chunk hash, c'est pareil, c'est une valeur magique de Webpack, comme name, qui va s'injecter à la fin du traitement. Et là, à la fin, on lui dit, je veux que tu génères le fichier manifest.json. Donc grâce à Ravière, encore une fois, on a maintenant dans Symfony 3.2 un JSON version stratégie qui prend en charge un manifeste. Donc vous avez un manifest.json, vous donnez à votre version stratégie le manifest.json qui va bien et il est capable automatiquement de vous retourner le hash qui va bien pour le fichier en question. Donc comment ça se configure? Vous allez dans votre fichier config.prod.yml, vous renseignez le chemin vers le manifest.json et automatiquement, lorsque vous allez faire asset build /app.css, il va automatiquement vous charger le fichier avec le hash qui va bien. Donc là, c'était jusqu'à maintenant une version très simple de l'utilisation de Webpack, mais je vous propose 2-3 petits tips qui sont intéressants. Donc vous avez le tree checking. Donc le tree checking avec Webpack, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va seulement injecter dans vos bundles le code que vous utilisez. Ensuite, vous avez la possibilité de manipuler des variables d'environnement, donc avec environnement plugin et define plugin. Vous avez également Optimize.js plugin. Donc Optimize.js, ce que ça va faire, c'est que ça va se débrouiller pour avoir un fichier JavaScript qui est facilement chargeable en exécution et en parsing. Donc j'ai mis un petit lien qui explique un petit peu ce que ça fait. On a également le dedupe plugin qui vous permet de dédupliquer les fichiers en commun. Donc vous imaginez par exemple que vous retrouvez avec plusieurs entrées. Donc votre app, votre fichier users, votre fichier carte par exemple. Donc dans chacun de ces modules-là, vous allez avoir des dépendances qui sont communes. Donc le dedupe plugin, ce qu'il va faire à la fin, c'est qu'il va sortir ces fichiers en commun-là et vous générez un module qui n'a qu'une seule entrée
pour les dépendances en question. Donc merci à vous. Moi, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est comment intégrer facilement Webpack dans une application Symfony. Comme vous avez pu le voir, Webpack, ça répond à pas mal de problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, je ne suis pas allé dans le détail. Par exemple, il y aura certainement Kevin qui va vous parler de React. Donc, vous pouvez imaginer que dans une application Symfony, vous avez du React et vous voulez que ce soit automatique. Dès que vous modifiez un fichier, automatiquement, ça vous recharge. Vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Et je vous encourage vivement à utiliser Webpack dans vos applications Symfony. Sinon, j'ai mis à disposition tout le code que je vous ai montré dans un repository. Et là, je suis en train de travailler aussi sur une branche avancée parce que là, ce qu'on a fait, c'est vraiment très simpliste. Il n'y a pas de gestion de fichiers pour le dev, de fichiers pour la production. Donc, je fais tout ça sur le repo. Allez voir. Et également le joining. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question là-bas. Oui, bonjour. Je suis là. Hop là, ici. Ok. Bonjour, merci pour la presse. Là où je bosse chez M6, on est en train justement de mettre en place ça sur nos back-office. Et j'ai regardé, il y avait un bundle Webpack pour Symfony 2. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je l'ai trouvé à chier, mais... Voilà. C'est également ma réponse. Ok. Non, mais enfin, c'est bien. En fait, justement, le fait d'utiliser des outils tels que Webpack, c'est justement pour sortir du PHP. Donc, moi, je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'avoir un bundle Symfony qui va te wrapper tout un certain nombre de choses, alors que tu peux très facilement les configurer via un fichier de configuration. Okay. Donc, moi, je partirais directement sur la version standalone. Ok, c'est ce que j'ai fait, donc merci. Question devant. Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de Twig. En fait, donc avec Twig, vu qu'on a notre page layout de base, on peut l'étendre et avoir un JS qui est chargé par page. Oui. Est-ce que avec Webpack, on a cette possibilité-là aussi, où on doit embarquer tous les JS de toutes les pages? Oui, bah alors là, moi, j'ai commencé par le base HTML.twig, mais tu peux très bien imaginer que tu as plusieurs entrées dans lesquelles tu vas à la fin que tu auras fait ton traitement avec Webpack, tu peux les charger directement dans tes templates Twig et ça marche aussi pareil. Donc ça veut dire qu'il faut générer plusieurs configs de Webpack pour plusieurs pages? Non, tu peux générer une seule config, mais tu peux également en générer plusieurs. D'accord. Donc j'ai fait l'exemple avec le app et le vendor. Tu peux très bien imaginer que tu as plusieurs points d'entrée dans ton application. Par exemple, tout à l'heure je l'ai dit, par exemple la page des users, la page du cart, la page des produits. Tu peux imaginer que tu as plusieurs entrées pour chacune de ces pages-là. Ça va te générer à la fin un fichier JavaScript que tu vas pouvoir charger dans ton template. Et il va s'occuper de charger seulement le code que tu as besoin. D'accord, merci. Question ? Oui ? Bonjour, merci. En fait, là tout à l'heure, tu nous as montré un petit peu tout ce qui était finalement le démarrage d'une nouvelle application avec du Webpack. Oui. Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de finalement travailler sur des migrations de Ascetic vers Webpack? Oui, bah en fait le use case là pour la conférence, moi ce que je voulais c'est vraiment montrer comment faire pour supprimer Webpack pour supprimer Ascetic du projet Symfony. Bah, tu peux très bien réutiliser les différentes configurations qu'on a mis tout à l'heure et à la fin tu supprimes le bundle, tu supprimes la configuration et ça marche aussi pareil. Donc en fait c'est pas pour un projet seulement from scratch, ça marche dans tous les cas, que ton projet il utilise Ascetic ou non. Donc, par exemple, moi, pour mon client actuel sur lequel je travaille, il a une config Ascetic qui fait 4 km de long avec l'équivalent de mes entrées aujourd'hui dans Webpack. Donc, je peux très bien imaginer que je récupère cette configuration-là, je la mets dans ma configuration Webpack et je me débrouille pour qu'à la fin, il puisse me ressortir la même chose. Bonjour, Oui. J'ai pas trop compris la différence concrète entre Webpack, Grunt ou Gulp. Finalement, on peut faire la même chose globalement, non? Non, alors, comme j'ai dit, Grunt et Gulp, c'est des task runners. Donc, des task runners, c'est par exemple, tu as une tâche pour lancer la minification du CSS, une autre tâche pour aller déplacer tes fichiers fontes, une autre tâche pour aller optimiser, par exemple, les images. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut très bien le faire aussi. Ça, c'est pour lancer des tâches. Alors que Webpack, lui, ce qu'il va faire, c'est t'as un binaire, tu lances ce binaire-là et il fait tout ce que tu veux. Et tu peux également l'intégrer dans
dans les task runners. Donc c'est complètement différent. C'est plutôt une boîte avec des plugins dedans déjà fournis en fait. C'est ça, c'est ça. Après, tu imagines que, dans Grunt, toi, tu vas devoir déclarer toutes tes tâches. Donc une tâche pour les styles, une tâche pour les scripts, et potentiellement intégrer Webpack pour générer tes bundles. Alors que Webpack, tu l'utilises en standalone et ça marche très bien aussi. Merci. D'autres questions ? Merci à vous.